Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu particulier avec un invité de marque, Fred. Merci beaucoup d'être Merci là. Sacha. Je te laisse te présenter rapidement pour la communauté. Ouais, donc bonjour, Frédéric Pinto, vétérinaire sur Marseille depuis une petite vingtaine d'années. Et j'ai eu la joie, et puis je vais dire l'honneur, de croiser Sacha pendant presque un an sur une de nos structures. Donc un vrai plaisir d'être là. Pour résumer un peu la situation, Fred, c'est mon ancien patron et c'est le premier qui m'a engagé en tant que jeune vétérinaire, c'est-à-dire l'année dernière. Pour nous parler brièvement de tes études, ton parcours, tu as fait tes études dans quelle université? Est-ce que tu es passé par la prépa? Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire? Ouais. Donc moi j'ai eu un parcours plutôt classique, classe préparatoire et puis après l'école vétérinaire de Nantes, en sachant qu'aujourd'hui il y a effectivement d'autres voies et puis je crois que de toute façon toi tu es passé par une autre voie. Absolument. Moi, je sors d'Espagne, donc c'est un peu la voie qui s'ouvre depuis pas mal d'années maintenant et qui se démocratise de plus en plus. Ouais, et je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que, enfin, on aura probablement l'occasion d'en Ouais, reparler, mais il y a plus de profils de veto, et je trouve que finalement, on avait peut-être en France, avec ce parcours-là, des recrutements qui étaient peut-être pas aussi, je vais pas parler qualitatifs, parce que tout se vaut, mais en tout cas avec des profils qui sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui. ok. Donc tu as fait cette classe préparatoire et ensuite c'était quoi? 5 ans d'école vétérinaire? Oh, je vais te faire de la peine. C'était encore une autre vie. Donc non, à l'époque, la classe prépa, c'était qu'une seule année, Ok, avec un parcours veto qui était même raccourci, qui était en 4 ans. Et donc finalement, la 5e année est arrivée un petit peu plus tard, quelques années après, pour en fait s'aligner sur les parcours européens. Donc à d'accord. l'époque, on est vraiment sur un parcours prépa 1 an, école 4 ans et une année pour la thèse. Ok, ok. Donc système qui est quand même un peu différent du système d'aujourd'hui, notamment au Ouais, niveau de la prépa qui se joue en 2 ans. ouais, Le diplôme que tu obtenais était le même qu'aujourd'hui, tu étais vétérinaire généraliste, tout à fait. mais tu n'as pas exercé toute ta vie comme vétérinaire généraliste, tu t'es un peu lancé dans quelque chose en Ouais, particulier, tu non, pourrais nous non, ouais, parler un peu de ça? absolument, ouais. La chirurgie, puis essentiellement la chirurgie orthopédique, Ok. pour après en fait associer à l'orthopédie la chirurgie neurologique, parce que finalement on n'a pas aujourd'hui, alors même si le métier se spécialise Mhm. et qu'on va avoir effectivement aujourd'hui entre les internistes, les radiologues, les chirurgiens, on a des vétos qui sont de plus en plus spécialisés, mais on n'a pas encore atteint le niveau de spécialité, notamment pour la partie chirurgicale qu'on peut avoir en humaine avec des vétos qui par exemple vont être focus que sur le genou, que sur la hanche. Heureusement, on a encore une discipline qui est, enfin, je ne vais pas dire plus ouverte, mais en tout cas avec un panel d'intervention qui est plus large Ouais, que ce que vivent mes collègues médecins, où là je serais par contre très malheureux. ouais, ouais, j'imagine. À l'époque, c'était plus facile de travailler que dans une seule spécialité, donc dans ton cas, l'orthopédie, sans avoir ce titre de spécialiste. C'était plus facile qu'aujourd'hui, tu dirais, ou pas forcément? Ouais, alors je pense que c'était. Je ne sais même pas si c'était plus facile. Inévitablement, ça l'était parce que les spécialistes européens, en tout cas la reconnaissance du diplôme Mhm. européen, s'est fait même quelques années après ma sortie. C'est-à-dire que finalement, les vétérinaires spécialistes en France, et il y en avait très peu, c'était des vétérinaires qui étaient titulaires d'un diplôme qu'on appelle le DESV. Et donc, c'était le seul diplôme reconnu en France pour obtenir le titre de spécialiste. Et le Collège européen de chirurgie, par exemple, le CVS, n'était pas reconnu en France. Il l'a D'accord. été qu'après coup. Donc, les résidences n'étaient pas encore en place, les internats encore moins. Ah ouais. Donc, on était sur un système qui, finalement, valoriser, privilégier une formation qui était vraiment franco-française, avec des CEAV, des Ah ouais. DESV. Et je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, j'aurais tendance à penser que c'était un peu trop fermé D'accord. et que finalement, il y avait une espèce d'entre-soi qui n'était pas forcément hyper intéressante. Ok. Ok, donc bien, bien différent de maintenant. Tu as un parcours qui est très, très atypique, très inspirant. Tu as travaillé pendant combien de temps avant de te lancer à ton compte? Alors, moi, ça va faire. Je suis diplômé depuis 2000 ou 2001, je crois. J'étais pas né. Ouais, t'étais pas né, c'est moi ce que tu fais. 2001. Écoute, je suis ravi de savoir. Non, t'es un 2000. Ouais, 2000. C'est terrible. Non, j'ai bossé pendant quasiment une dizaine d'années
en étant strictement vétérinaire, donc avec une activité essentiellement orientée sur la chirurgie. Je pense que ça occupait à peu près 80% de mon temps, et j'avais 20% du temps qui était dédié à des consultations plus classiques, parce que j'avais jamais voulu couper complètement le pont avec la médecine générale, même si ça restait de la petite pathologie. Ouais. Et donc finalement, le projet entrepreneurial, il est intervenu une dizaine d'années après ma sortie. Ok. C'est une histoire de rencontre en fait. C'est une histoire de rencontre. Ouais, vraiment. Tu dis que tu as rencontré des personnes avec qui tu t'es lancé. Ouais, ou... des personnes qui ont commencé par me faire confiance et avec qui finalement tu as envie de te projeter. C'est-à-dire que une association, je ne vais pas te dire que c'est plus qu'un mariage, parce qu'on n'est pas sur ce type de relation, mais c'est une aventure où il vaut mieux être sûr de ses partenaires. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a des moments un peu plus compliqués qui font que, alors ça peut être la maladie d'un de tes associés, hein, ça a été notre cas à un moment, et puis tu as aussi après des petits écueils où tu as un scénario, un business plan qui n'est pas toujours respecté. Ok. 2-3 nuits blanches. ça, j'imagine. Quand on sort d'école, comme moi par exemple, je suis fraîchement diplômé, 1 an d'expérience, c'est rien. On n'a pas du tout de notion d'entrepreneuriat, de comment monter une clinique, de comment on gère une clinique. Tu as appris ça en t'inspirant des gens qui t'avaient employé pendant les 10 premières années de ta vie où tu as travaillé en tant que vétérinaire, ou comment on en arrive à se sentir capable de créer une clinique? J'avais insisté là tout à l'heure sur cette histoire de rencontre. En fait, c'est effectivement certains exemples. Je vais citer Philippe Dallman, qui a été en tout cas, enfin qui est toujours un de mes associés et qui a été en tout cas particulièrement inspirant. Et alors c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais c'est-à-dire que on choisit ce métier-là d'abord par passion. C'est quand même mieux si à un moment donné on peut en vivre. Et je vais dire en vivre correctement. On pourra après évoquer les rémunérations des vétos qui sont à mon avis pas à la hauteur de l'investissement scolaire et de l'investissement personnel que tu mets derrière, que ce soit sur le sacrifice du temps familial ou sur les journées, les nuits que tu vas passer dans les structures vétos. Mais il y a un moment où effectivement tu as envie que cet investissement-là te permettre de vivre correctement, en tout cas de ton métier. Et donc, il y a effectivement, là, tu apprends un peu sur le tas. Parce que là, je te rejoins complètement. Il n'y a pas de... alors si, probablement qu'aujourd'hui, tu dois avoir quelques unités de gestion. Alors rapidement, oui, j'en avais par exemple. Et légalement, je serais tout à fait en droit de monter une clinique demain. Après, théoriquement, je ne pourrais pas. Même si j'ai eu des cours de gestion et de marketing. Parce que en fait, là où je te rejoins, c'est une histoire d'accompagnement. Si effectivement tu as pas quelqu'un qui t'explique la maîtrise du risque, parce que ça fait peur, et pour autant, j'aurais tendance à dire que ça reste un investissement. Alors je vais peut-être faire un peu hurler, mais c'est un investissement, une jolie clinique hors achat du bâtiment. Pour 400 000 euros, tu peux avoir déjà un bel outil de travail avec du joli matériel, et c'est un investissement qu'on peut, à mon avis, assez facilement amortir, rentabiliser sur une petite dizaine d'années et commencer à vivre vraiment correctement de son métier. Donc j'ai l'impression aujourd'hui, et c'était peut-être déjà le cas il y a quelques années, que les vétos ont peur de s'engager, ont peur de ce risque-là, alors que finalement, sincèrement, je ne vais pas vendre la mèche, mais je ne connais pas aujourd'hui de structure véto qui fasse réellement défaut. Non, il y a des structures effectivement où tu as des structures plus rentables que d'autres parce que les vétérinaires ont ce côté entrepreneurial, et puis parce qu'ils vont proposer une offre de service qui répond aux besoins de la patientèle. Mais les seuls échecs, c'est finalement que des échecs d'association. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas en tête depuis une vingtaine d'années un moment où une structure n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné quand le pacte d'associés s'est pas tenu et que tu te retrouves effectivement à avoir des distensions entre associés, de grosses querelles. Je le vis aujourd'hui, parfois c'est assez surréaliste en tant que conseiller ordinal. Tu vis des moments assez épiques, je n'ai pas d'autres mots. Ouais, ça c'est l'humain. On en parlera, mais on en parlera. Donc, faut pas avoir peur. C'est-à-dire que je pense que j'avais pas les outils, mais finalement, il y a une forme de logique qui se met en place, et certains seront meilleurs que d'autres.
parce qu'ils vont peut-être aller un peu plus loin et se projeter un peu plus. Hmm. Toi, t'en parles librement, ouvertement. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et vétérinaire. Moi, quelque chose qui m'a surpris quand je suis rentré dans le monde veto, quand je suis rentré en tant que généraliste en travaillant, c'est que c'est extrêmement mal vu que nous, vétérinaires, on veuille gagner notre vie et vivre convenablement de notre activité. Est-ce que c'était pareil avant? Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, pour que ça devienne si extrême aujourd'hui? Alors, je pense que c'était pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté honteux à facturer de la médecine. Et c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. C'est-à-dire, je peux tout à fait comprendre un client ou même un veto, jeune ou moins jeune, qui à un moment donné se retrouve face à une souffrance animale, un accident de la voie publique, peu importe, une pathologie chronique, où tu te dis, mais en fait, j'ai pas choisi ce métier-là pour ne pas soigner l'animal. Et il y a une forme de facilité, alors je suis désolé, je vais peut-être choquer un peu, mais de la part de certains propriétaires, parce que heureusement c'est loin d'être la majorité de mes patients ou de mes clients, où il y a une petite forme de facilité à reporter ou à essayer de faire culpabiliser le vétérinaire parce qu'il doit être en mesure d'apporter une solution gratuite. Je l'entends, parce que c'est respectable, et je pense que c'est injuste de devoir arbitrer entre je remplis le frigo ou je soigne mon chien. Je ne vais même pas dire et, parce que pour certains c'est le et puis pour d'autres c'est où je soigne mon chien. Et ce risque financier, je pense qu'aujourd'hui, et c'est un des gros problèmes qu'on vit, en tout cas au niveau vétérinaire en France, c'est que ce risque-là, il doit être transféré à des assureurs. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'assurer son chien, et je pense qu'il faut que les gens comprennent, hein, pour avoir monté quelques structures, qu'il y a un moment, il y a un banquier face à un entrepreneur qui tous les mois va nous demander de l'argent. Il y a des jeunes vétos, il y a des infirmières qui à un moment donné ont aussi besoin de vivre, et on pourra en parler. Hein. Moi, je ne sais pas, un veto, bac+8 aujourd'hui, parce que je te parlais de ma scolarité avec 1 an plus 4 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 2 ans de prépa, 5 années d'école. Pour ceux qui plus font la une petite prépa, année. ceux qui font la licence, on se retrouve avec quasiment 7-8 ans, ans, voire un truc 9 comme ça. ans. Je parle même pas de ceux qui poussent sur un internat. Ouais. Et ils sont péniblement payés entre 2000 et 2200 euros. C'est-à-dire qu'il y a des jobs sur lesquels tu te retrouves effectivement à avoir des niveaux de valorisation salariale qui sont largement supérieurs. Et là où je suis toujours un petit peu embêté, c'est que finalement, on ne peut pas dans la même phrase me demander IRM, scanner, chirurgie. Quand en fait, moi, le banquier va me demander un leasing pour l'IRM, un leasing pour le scanner, une plaque orthopédique, c'est 100, 150, 200 euros, une vis entre 15 et 39 euros hors taxe. Et cet argent-là, malheureusement, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un le sorte. Et le veto ne peut pas le faire. Et j'entends encore parfois, oui, mais la médecine, elle est gratuite. Mais est-ce qu'on a... Elle n'est pas gratuite. Je pense qu'elle ne l'est pas. Mais effectivement, on a le sentiment, parce que peut-être effectivement qu'aujourd'hui... On a effectivement, en tout cas, un système médical en France qui nous épargne des frais importants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Tu te retrouves à ne pas avoir conscience de ce que ça peut coûter. Et je trouve injuste aujourd'hui, pour le vivre avec plein de jeunes confrères, les arguments, ça fait un peu plus de 20 ans aujourd'hui que je travaille. Je crois que je les trouve assez facilement, et je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Surtout que j'opère et je fais opérer par le personnel plus de chiens ou de chats gratuitement que ce qu'on imagine. Mais il y a un moment, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on peut faire des gestes financiers, on peut faire offrir des facilités de paiement, mais il y a un moment donné, il faut que la structure vétérinaire, qui reste une structure privée, trouve un équilibre financier. Et qu'elle puisse continuer à se développer, continuer à proposer des services innovants, parce que sinon ça ne progresse pas. Et la vraie différence aujourd'hui, pour répondre enfin à ta question, je veux dire, c'est, je trouve que ça a changé parce que les frais vétérinaires, malheureusement, ont beaucoup évolué, et pas dans le bon sens, parce que c'est de plus en plus cher. Et c'est de plus en plus cher parce qu'on offre aujourd'hui des services plus performants. On parlait prothèse totale de coude, prothèse totale de hanche, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des IRM, des scanners. Enfin, il n'y a rien aujourd'hui qui ne soit réellement interdit. Mais par contre, ça a un coût aujourd'hui qui peut impacter le quotidien. Et j'insiste, il faut transférer ce risque-là sur un assureur.
Après, il y a aussi malheureusement une très mauvaise idée que se sont fait les gens du vétérinaire, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'acte que l'on facture, c'est tout droit dans notre poche. Mm. Et alors, encore moins quand on est patron de clinique, Mm. parce qu'on a les charges salariales, Mm. on a le matos à payer, on a le Mm. local, on a sûrement un crédit à N'en rembourser. jette plus, la coupe est pleine, mais c'est ça, mais t'as Mais raison. c'est ça. Et le Ouais. problème, c'est que ça, les gens ne le savent pas. Parce qu'ils se disent, bon, bah, il me facture, je ne sais pas. Allez, admettons, le vétérinaire me facture 100 euros, et bah, il y a 100 euros qui vont dans sa poche. Le problème, c'est Ouais. que Et c'est on jamais est le cas. Et on en très- est très, très loin. Très très loin. Je peux que te rejoindre. Ouais. Donc, Et ça, les gens ne le savent pas et ne se rendent pas forcément compte. non, mais alors je n'ai pas d'avis, hein, si en fait, même s'il faut maintenir cette prise en charge, j'allais dire pour l'être humain, le plus proche de zéro possible, probablement que si on avait une petite idée de ce que coûte une hospitalisation en médecine humaine, Ouais. et si on s'aperçoit que finalement il y a un rapport x10 Ouais. parfois entre ce qui est facturé par le veto et ce Absolument. qui est facturé en médecine humaine, probablement que ce serait en tout cas plus facile à comprendre. Ouais, absolument. Absolument. Tu en parlais, je rebondis là-dessus, de la rémunération des vétérinaires en France, qui après un post-bac monstrueux, n'est pas forcément au niveau de ce qu'on peut attendre, de ce qu'on peut espérer avoir. Tu es à fond dans le recrutement, forcément, tu es patron de clinique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il manque des vétérinaires ? Définitivement. Et on peut en tout cas se baser sur plein de choses, mais quel que soit le nombre de vétérinaires qui se forment dans les écoles françaises, qu'elles soient publiques ou privées, dans les pays européens, on n'en a pas assez aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'on manque de vétos, on manque d'ASV, donc des auxiliaires spécialisés vétérinaires, et effectivement, on est sur... il y a même, je pense qu'on peut même parler de déserts médicaux par endroit, parce que on a la chance d'être à Marseille. En tout cas, pour moi, c'est une vraie chance. Pour d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, une vraie chance avec finalement un environnement, la montagne à 2 heures, la mer dessus, c'est un cadre t'es parfait. en plein milieu de la Provence. Et même avec cet environnement-là, on peine parfois à recruter. Donc imagine la Creuse, au fin fond de la Corrèze. J'ai des confrères qui cherchent depuis maintenant 12 à 18 mois des vétos pour pouvoir les soulager. Et c'est finalement des patients qui ne sont pas pris en charge, parce que tu ne peux pas demander à un véto de faire plus de 60 heures semaine, sans compter les astreintes. Et dans ces déserts médicaux, il y a un investissement du véto qui est juste dingue. Et voilà, en ayant connaissance en plus de ce qu'ils facturent, de ce qu'il leur reste, par moment, il faut vraiment avoir la foi. Et je ne sais pas, en tout cas, si la communauté l'entend. En tout cas, nos clients ne l'entendent pas tout le temps. Non, clairement pas. Tu penses qu'il y a un aspect salarial qui est de plus en plus connu du grand public, ou du moins des jeunes, qui les freine un peu dans la volonté de devenir vétérinaire ? J'ai peur, en fait. Alors, je vais parler particulièrement, à tort peut-être, en tout cas c'est l'image que j'en ai, des vétos français donc formés sur un parcours très classique comme celui que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est un problème de recrutement. J'ai le sentiment que les vétos français découvrent parfois leur rémunération en sortant de l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parlait déjà du manque de vétos, mais le manque de vétos, c'est parce qu'il n'y en a pas assez qui sortent chaque année, donc on n'a pas assez de jeunes confrères diplômés. Mais plus que ça, on se retrouve finalement avec une profession où la désinscription moyenne du tableau de l'ordre tourne autour de 44 ans. Vu que de mon côté, j'ai déjà un petit peu, et je t'interdis de dire plus, un petit peu dépassé les 44, tu commences à te poser la question si effectivement il y a des vétos qui ont 50, 55, voire 60 ans, parce qu'on a plein de confrères qui continuent avec la réforme. Je pense que la plupart pousseront peut-être jusqu'à 67. Tu te retrouves finalement avec des confrères qui aujourd'hui, pour les plus jeunes, partent probablement autour de 35 ans, donc exercent entre 5 et 10 ans, sont déçus par la profession, probablement par alors je dis pas manque de motivation, manque de passion, mais un manque d'information en tout cas au moment du choix de cette voie-là, parce que c'est pas possible de s'engager 8 ans en tout cas à un moment donné sans se renseigner là-dessus. Et puis alors là c'est encore un autre débat, mais je pense, et
Là, par contre, je ne l'avais pas vécu il y a une vingtaine d'années. Tu me demandais tout à l'heure si c'était plus difficile. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, je pense que, alors, et on est en plein dedans avec la communauté, c'est cette apparition, en tout cas l'importance, plus que l'apparition des réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, tu vas noter ton veto comme tu notes ton resto. Mm. Et on a un taux de suicide dans la profession, on peut en parler, hein, faire une petite minute Ouais. pathos, mais c'est vraiment un truc aujourd'hui qui existe, qui est réel, avec des vétos qui sont en souffrance par rapport à l'investissement qu'ils y mettent, le temps qu'ils passent à soigner, et finalement, une note Google peut être plus dévastatrice que ce qu'on imagine, surtout quand on voit parfois des bashings qui existent. Je pense à certains confrères qui ont vécu ce type de harcèlement parfois sur les réseaux. L'erreur, elle est possible, il y a des voies de recours, mais on ne peut pas en fait justifier d'un tel harcèlement et puis finalement la perte d'une vie parce qu'il y a eu, ou pas d'ailleurs, une erreur médicale. Je n'ai pas tous les cas en tête, mais, mais clairement. Ça ne peut pas justifier tout ça. Non, donc ça peut pas. cette partie-là, par contre, elle n'existait pas il y a une petite vingtaine d'années. On n'était pas meilleur, on n'était pas mieux formé. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça se gérait probablement un peu plus en interne entre le client et son veto que sur une toile à grand coup de tweets, de posts Google assassins. Et ça peut être un peu un frein pour les nouvelles générations et pour le fait que les vétérinaires ne veulent pas forcément exercer ou les jeunes ne veulent pas forcément devenir vétérinaires. Il y a aujourd'hui, en tout cas, une prise en charge dans l'entrepreneuriat de cette e-réputation. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que je réponds à mes avis Google. Je ne dis pas que j'y passe un temps infini, mais j'y passe trop de temps. Mon métier, c'est pas ça. Mon métier, c'est... alors aujourd'hui, c'est et de la gestion, donc on peut parler d'un côté administratif et la prise en charge de mes patients. C'est-à-dire que cet équilibre-là, et je trouve que je consacre trop de temps à faire des choses parasites. Mais malheureusement, tu es obligé. Tu es obligé. Et on ne serait pas là si ça n'avait pas de l'importance. Et on serait pas là si ça avait l'importance. Mais cette notion-là, pour les jeunes confrères, est probablement à prendre en compte et ça vaut, je pense, aujourd'hui aussi pour les médecins. C'est pas simple. Clairement, non, c'est pas simple. L'avantage sur cette note un peu négative de cette évolution un peu péjorative du métier, c'est que aujourd'hui, pour des jeunes vétérinaires, il y a du taf. Et sur ça, ils n'auront pas de soucis à se faire. Ceux qui sont diplômés, ils trouveront toujours. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour un jeune vétérinaire? Imaginons que tu rencontres le jeune Sacha l'année dernière, qui va passer son premier entretien d'embauche avec le docteur Pinto. On était bien, non? On était pas mal. On était pas mal. Quel conseil tu lui donnerais? Je devrais pas dire ça parce que ça va biaiser un peu le système, mais la peur a changé de camp. J'aime pas cette expression, mais il y a 20 ans, on passait réellement des entretiens d'embauche. Ouais. Il n'y avait pas de... je ne vais pas dire qu'on se battait, mais on était plusieurs candidats et plusieurs candidats de qualité pour un même poste. Donc je pense que c'était beaucoup plus facile pour le recruteur. Aujourd'hui, pour un poste, si j'ai 2 ou 3 CV intéressants, je pense que je suis béni. Jusque-là, c'est même plus que le max. J'ai des confrères pour lesquels finalement il y a un CV qui tombe, il n'y a rien qui est tombé depuis 6 mois. Donc en fait, c'est même eux qui passent l'entretien d'embauche. Donc le petit moment qu'on a partagé, toi et moi, était super sympa. Puis tu étais dans une démarche super positive. Donc je ne vais pas dire... ce qui est compliqué de l'autre côté en tant qu'entrepreneur, c'est de se retrouver avec des vétos qui ont des exigences salariales. Parce que ça, je peux l'entendre. Et qui sont souvent au-dessus de la convention collective. Parce que cette convention, elle n'a pas beaucoup de sens et qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a des salaires d'embauche qui dans tous les cas, ne sont pas suffisants. La problématique que n'entendent peut-être pas les jeunes, c'est qu'il y a aussi la nécessité de faire ses preuves, de se dire, je vais quand même m'investir, je ne veux pas me faire voler parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le process inverse, mais il y a un moment où je vais avoir besoin de prouver, est-ce qu'il ne vaut pas mieux négocier de la formation? C'est-à-dire que parce qu'il est parfois compliqué pour la structure vétérinaire d'associer de la formation, un bon salaire, avec un veto qui finalement a tout à prouver et puis qui a tout à apprendre surtout. Puis qui sait des choses, mais que tu vas devoir accompagner au quotidien. On en parlera, mais c'est un moment où... Et franchement,
je vis des recrutements plutôt très agréables. Donc je le vis plutôt bien, mais euh, ouais, c'est dur quand en fait Ouais. je vais autant, je veux pas faire de 18 heures, pas de samedi, pas de dimanche, Ouais. et puis le mercredi tu m'oublies parce que finalement j'ai voile. Ouais, super, j'adorerais cette vie-là, mais on a malheureusement Ouais. choisi un métier qui est riche, mais il est aussi riche de contraintes. Ouais. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut sacrifier la vie personnelle comme on a pu le faire sur mes générations. Je pense à mon associé Benoît, où effectivement, trop c'est trop. Donc il y a cet équilibre à trouver au niveau vie perso, vie pro, mais on a choisi une profession où effectivement c'est plus qu'un service, Ouais. c'est une Ouais, profession clairement. médicale où on ne choisit pas quand le chien il va être malade, on ne choisit pas s'il va être accidenté à minuit. Et donc, si on ne l'accepte plus, Ça va être compliqué. ouais, ça va être compliqué parce que les propriétaires sont demandeurs. Et puis, à la limite, quand on a un chien, un chat, on comprend quoi. Ouais. C'est à se dire, mais je fais quoi à minuit si j'ai pas de veto? Et Ouais. là encore, Marseille est plutôt bien loti au niveau des services d'urgence. Paris aussi, c'est-à-dire que les grosses agglomérations dans l'ensemble sont plutôt épargnées. Il y a des vrais déserts médicaux. Ouais. 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 Moi, tu m'as engagé l'année dernière en tant que jeune vétérinaire généraliste. On était rentré en Tout était dans le book, c'est le book. Mais non, je ne l'avais pas l'année dernière. C'est pas faux en plus. Au début, on était rentré en contact par rapport à l'internat. Ouais. C'est un internat privé. Ouais. Et je m'y étais pris un peu tard. Il n'y avait plus de place. Tu m'as quand même offert un poste de vétérinaire généraliste. Est-ce que tu penses que l'internat devrait être une étape obligatoire pour tous les jeunes vétérinaires qui commencent? Il y aura toujours des étudiants plus à l'aise que d'autres et qui ne vont pas avoir envie de se rajouter une année intermédiaire. C'est-à-dire que je peux l'entendre. Pour autant, l'internat a l'avantage d'être une transition, une passerelle parfaite entre l'école et le monde vétérinaire. Ouais. C'est-à-dire que alors là, je vais mettre en avant le clinica plus que l'internat, parce qu'on va le réserver, ce terme d'internat, aux écoles vétérinaires, parce que le nom est strictement réservé aux écoles. Donc parlons d'un clinica, d'un tutorat, finalement, ou d'un mentorat. Je le vis plus comme, finalement, tu as des professions où tu cooptes et puis tu encadres les jeunes. Pour moi, l'internat, c'est ça. C'est-à-dire que l'internat est en général pluridisciplinaire, médecine, chirurgie, imagerie, et ça permet finalement de peaufiner les connaissances, de les mettre en pratique progressivement, parce qu'on est au contact de vrais clients, de vrais patients, et on sort de l'école vétérinaire en ayant, quoi qu'il arrive, un senior au-dessus pour se rassurer dans nos gestes. Et je trouve que finalement on fait moins de bêtises et on est un vétérinaire plus accompli en sortant d'un internat. Ceux qui ne passent pas par l'internat y arriveront de la même façon, mais ça c'est prendra plus long. Ouais, plus long et je pense plus angoissant. Parce clairement. on se retrouve là seul face à son premier client. Ouais. Tu as un moment sympa? Non, non, c'est pas drôle. Mais sympa pour personne. Sympa pour personne. Et finalement, voir comment les vétos mènent leurs consultations, que ce soit en chirurgie, en médecine, leurs examens cliniques, les questions que tu poses, que tu n'aurais peut-être pas posées. Finalement, cet apprentissage-là par un senior, et c'est vraiment ça, entre un junior et un senior, et puis il y a une espèce de petit passage de témoin qui fait que moi, aujourd'hui, alors ça n'existait pas à l'époque, en tout cas pas sous cette forme-là, mais j'étais déjà passé par un assistanat. C'est-à-dire c'était un assistanat libre, mais c'était essentiel pour moi. Je ne pouvais pas imaginer me lancer juste après l'école, mon assistanat en chirurgie, 3 ans et demi de plus sur un assistanat en chirurgie pour effectivement apprendre correctement mon métier. L'école, c'est une étape indispensable, on est formé. Je pense qu'en France, on est bien formé. Je ne sais pas si aujourd'hui, on est mieux formé que dans les écoles type Valence, d'où tu arrives. Je pense que le niveau européen a bien progressé quand même, qui rattrape le niveau des écoles françaises. Et pour autant, malgré tout ça, je pense que l'internat, clinica, tutorat, on va lui donner tous les noms, comme ça on ne se fera pas disputer. Mais ça a l'avantage finalement de te rassurer dans tes premiers pas de veto, quoi. Clairement. Moi, c'était mon cas l'année dernière. Alors,
l'avantage qu'il y avait dans tout ça, c'est que tous les vétos dans les structures sont super accueillants et ils sont très formateurs. Et ils sont pour former, on s'appelait les piou-piou, Les piou-piou, ouais, c'est vrai. les jeunes vétérinaires qui commencent et qui sortent d'école, et tout le monde est bien au courant que peut-être qu'on a des connaissances, mais en pratique, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un avantage énorme. Mais par contre, c'est vrai que si j'étais jeune vétérinaire et que j'avais commencé dans une structure où il y avait peut-être un senior qui gérait ses consultes et qui m'avait laissé sur le côté seul, mon futur n'aurait peut-être pas été le même. Non, je pense que tu as raison, hein, on s'expose davantage et là encore, tu as finalement moins le droit à l'erreur aujourd'hui en tant que jeune veto que quand j'ai commencé. La sanction, elle est immédiate. Les réseaux sont redoutables. Euh, Gérer un mécontentement d'un client, il y a une thèse qui était sortie, c'était marrant, où le jeune médecin a peur de la plainte. Et finalement, Ouais. le jeune veto a peur de l'erreur. Ça peut paraître insignifiant en se disant, tiens, il y en a un qui a peur de l'erreur, l'autre de la plainte. C'est que le veto, finalement, au-delà même de la plainte, parce qu'il a lui aussi peur de la plainte, c'est qu'il a même peur de se tromper. Ce que le médecin accepte. C'est-à-dire que personne n'est parfait et je trouve que si tu n'as pas un senior qui va te parler des erreurs qu'il a commises, qui finalement que tu ne commettras peut-être pas, c'est plus compliqué. Ah Il ouais, y a clairement. cet enfermement qui fait qu'à un moment donné, je sais pas, on a tous commencé un jour dans nos métiers respectifs, on a probablement tous fait des erreurs plus ou moins graves et c'est vrai que quand tu as la vie d'un animal qui aujourd'hui prend de plus en plus de place à la Ouais. maison, hein, Ah oui, c'est-à-dire c'est un membre de la famille aujourd'hui. complètement, Complètement. Ouais. on se moquera pas, Velvet si tu m'entends. Non mais c'est mon fils, Son chien. troisième. Non, c'est son chien. C'est mon troisième fils, c'est pas vrai. Oui, non mais tu vois où on en est, c'est-à-dire Ouais. qu'effectivement ils prennent de plus en plus de place Ouais. à la maison et en tant que veto, quand t'es déjà pas bien parce que t'es pas sûr de ton diagnostic, si t'es pas capable d'échanger avec un senior, ou si le senior t'a pas évité cette erreur-là, je trouve effectivement que ça peut être compliqué. Ouais. Donc, oui, alors c'est au-delà d'une bienveillance. En tout cas, les équipes Animedis, pour pas les citer, puis voilà, Pas mal. Bien petit placé. big up Bien placé. pour Animedis, bien placé. Bien placé. Il y a un moment où tu leur demandes cet accompagnement-là sur les jeunes confrères parce qu'on est tous passés par là. Et à un moment, on a tous eu peur. Certains l'ont passé plus facilement, mais ça peut être compliqué. Ouais. Bah, ces équipes Animedis m'auront vu rentrer complètement pâle après une consultation qui s'était mal passée. Et je pense que toutes les personnes s'en souviendront toute leur vie. Dont moi. Ouais, et c'était douloureux pour les équipes de te voir comme ça. Ouais, sûrement. Et Très drôle aujourd'hui, mais. On est tous passés par là. Ouais, Je ne peux pas te dire autre chose. Non, et c'est pour ça que je pense que seul, c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et puis mentalement, je peux comprendre que des personnes arrêtent de travailler dans les premières années où ils commencent en tant que jeune vétérinaire. Une grosse pression. Ouais, c'est-à-dire que. Et là, j'insiste, on se la met déjà tout seul en tant que veto. Parce que la peur de l'erreur, elle est réelle. C'est pas juste pour faire plaisir, mais non, clairement. entre la pression que se met le veto, la pression que potentiellement, et j'espère en tout cas que je ne mets pas cette pression-là sur les équipes, mais que peut mettre l'encadrement, et celle du propriétaire. C'est surtout la pression du propriétaire. Le soir, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de pression ni de toi, ni de vous. Tu me rassures. Ni des directeurs de clinique. Bon. Jamais. Mais par contre, la pression des propriétaires, elle est. Oui. Au début, elle est compliquée à tenir. Oui. Mais il y a des propriétaires qui sont très gentils et qui voient. Alors, il y a deux types, je trouve, de propriétaires. Il y en a qui sont très gentils et qui voient qu'on est jeune vétérinaire. Alors, ils essayent de nous mettre un peu dans un espèce dans une ambiance chaleureuse et confortable où ils nous mettent à l'aise. Par contre, il y a des propriétaires où ils voient la moindre petite faille qu'il peut y avoir dans notre mental et là, ils plongent. Et la faille, elle s'agrandit très rapidement. Pas mieux, c'est atroce, mais c'est réel. Je ne peux pas te dire autre chose. Il y a... il y a par moment un manque d'indulgence alors que le job va être fait. C'est juste qu'il y a besoin de prendre un peu plus son temps. Je me souviens avec émotion, premier en plat. On va partir tout de suite sur l'anecdote. Non, tu vas la garder pour la fin. Allez, non, mais blague mise à part, on s'en fiche.
un client qui avait été voir le veto pour qui je bossais l'été en disant franchement il est nul votre remplaçant, Wow, il est dur. nul de chez nul. Ce que vous faites en 5 minutes, il lui a fallu une demi-heure. Juste parce que dans le cadre d'une visite vaccinale, j'avais examiné l'animal de la pointe du museau à la pointe de la queue et que le veto, et il en avait souri en me disant moi je bâcle mes consultations vaccinales parce que je fais un examen rapide. Toi tu le fais correctement comme il doit être fait Et les gens et l'adorent. c'est toi qui es nul. Et lui, c'était le génie. Donc la roue tourne. Et à un moment donné, tu as les cheveux blancs, tu as plus de barbe. Mais je continue de passer du temps en consultation vaccinale. C'est un moment important. Mais effectivement, tu vois, il y a cette forme d'injustice où, en tant que jeune veto, on veut faire tout bien. Et les propriétaires ne le perçoivent peut-être pas assez. Aujourd'hui, tu passes encore un peu de temps dans des consultations, beaucoup, moins même, qu'avant. Ouais, un peu moins qu'avant. Aujourd'hui, tu as double casquette, vétérinaire, entrepreneur. Il y a eu une arrivée des groupes sur le marché vétérinaire. Donc beaucoup sont au courant. Pour ceux qui ne le sont pas, ce sont des groupes qui ont racheté des structures. Ça a fait quand même un gros changement. On a passé, ou alors on est dans un tournant dans le monde vétérinaire, surtout dans le monde des cliniques. Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué aujourd'hui d'entreprendre dans ce monde-là, et pour des jeunes comme moi, par exemple, qui, oui, veulent se former en tant que vétérinaire, mais veulent à un moment dévier vers une branche d'entrepreneuriat, quel conseil t'aurais à donner à ces jeunes-là ? Alors, de ne pas avoir peur. Je te rejoins, le monde a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une consolidation du marché qui est là. Je peux en parler assez facilement. On s'est rapproché d'un groupe pour un partage du risque financier. C'est-à-dire qu'entre les différentes structures, donc entre l'hôpital et les cliniques, la gestion du personnel, il y a un moment où, à 3 associés, le risque financier, le risque bancaire, je dis toujours en plaisantant qu'on était les vétos les plus endettés de Marseille, mais c'est peut-être pas complètement faux. Parce que quand tu commences à monter tes structures, ça marche à crédit. À crédit. Et tu mets ce que tu as dans la balance, quoi. Donc en général, c'est la maison familiale. Donc tu perds tout. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que cette aventure entrepreneuriale, elle est, je pense, la même pour toutes les professions. Ça, c'est pas propre au veto, mais je pense qu'on salue pas toujours les risques pris par les entrepreneurs. Alors certains, personne ne s'en rend compte. Mais ouais. Mais parce que personne ne s'en rend compte. Il faut le vivre. Et il y a un moment où l'hôpital, entre les problèmes médicaux d'un de nos associés, les emprunts violents, le manque de rentabilité, avec Benoît, on a eu des nuits extrêmement courtes. Et les 3 premières années de l'ouverture de l'hôpital vétérinaire, franchement, le risque financier, il est violent. On ne sait pas à un moment donné comment ça va se passer. Tu as un business plan sur 3 ans, c'est-à-dire qu'en 3 ans, tu dois commencer à arrêter de perdre de l'argent, voire en gagner un petit peu. Quand tu es obligé de doubler cette période-là, que tu te payes moins que tu payes tes vétos, tu te demandes si tu as fait les bons choix. Donc, et pour autant, tu insistes parce que tu crois dans le projet, tu sais que l'avenir est dans ce type de structure, mais ça aurait pu échouer. Donc il y a un moment où ce risque-là, tu le prends, puis quand il devient trop important, tu cherches un camarade de jeu, un compagnon qui, à un moment donné, donc effectivement, les groupes se sont positionnés là-dessus. Je pense que l'ordre des vétérinaires reste suffisamment vigilant, et je pense qu'il faut rassurer les gens sur le fait que les groupements ne pourront pas faire n'importe quoi en France, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une profession réglementée, et l'avantage de cette profession réglementée, c'est qu'elle répond à un code de déontologie qui doit être respecté par les vétos indépendants et par les vétos des groupes. Donc, si je devais faire des projections, alors qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles de sachants un petit peu du métier, tu auras de toute façon autant d'indépendants que de vétérinaires qui exercent dans les groupes. Je pense que c'est une chance pour les vétos, parce qu'ils vont avoir un marché peut-être plus ouvert que ce que j'ai eu il y a quelques années, où le schéma il était assez classique, salarié ou collaborateur, puis associé, point. Là, tu pourras passer par un groupement, profiter des groupes
pour parfaire ta formation, profiter d'internats, de résidences, obtenir des titres de spécialistes, parce que ils sont ravis d'accompagner les jeunes confrères. Certains n'ont plus envie de prendre de risques financiers et veulent juste faire un job correct. Ouais. Je sais que l'ordre est là pour assurer ce côté gendarme et en tout cas protéger la profession, donc j'ai aucun niveau d'inquiétude là-dessus. Et à contrario, tu auras de la place pour les vétos qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer, et ces vétos-là pourront même, au cours de leur vie, revendre leur structure à un groupement, c'est-à-dire que l'équilibre va se trouver naturellement, et je ne pense pas que ni les clients ni les jeunes confrères doivent s'inquiéter de ça. Il y aura de la place pour tout le monde. La France, c'est le pays européen où les groupements sont arrivés probablement le plus tardivement. Ouais. Sur tous les autres pays européens, on ne peut pas me dire qu'il y ait de catastrophe. Alors, j'entends toujours une histoire, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. On a toujours envie de se faire peur. Je pense que les chiens sont mieux soignés aujourd'hui, quel que soit le type de structure. Et c'est plus simple aujourd'hui pour certains, puis d'autres n'en auront jamais envie de s'adosser à un groupement ou de commencer leur activité chez un corporate. Ouais. Mais je pense que c'est rassurant parce que tout le monde a vu cette arrivée des groupes, même des clients qui l'ont mal pris ou mal perçu du moins. Et pour des jeunes vétérinaires qui veulent entreprendre, de savoir que ça va être toujours possible, juste qu'ils joueront un jeu différent peut-être de celui d'avant, avec des nouvelles règles, mais un jeu qui laisse quand même des opportunités très grandes parfois. Oui, puis franchement, hein, pour insister sur le rôle de l'ordre des vétos, aujourd'hui, les vétérinaires doivent être majoritaires au capital, ils sont garants de l'indépendance du vétérinaire, il n'y a pas de tarifs qui sont imposés par les groupes. Ça, c'est important de le mentionner parce que c'est un mythe, c'est-à-dire qu'après... que les groupes aient envie, eux aussi, de récupérer de l'argent sur leur investissement. Je pense qu'on peut en vouloir à personne. Non. Et pour autant, en tout cas, je vais parler pour nous, il n'y a aucune contrainte de ce côté-là. Et de toute façon, je ne l'accepterai pas. Donc, le deal est limpide là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai juste changé de partenaire financier. C'est plus la BNP, ça porte un autre nom, mais on est toujours les trois mêmes personnes. Je pense pas que quelqu'un soit venu te voir dans une consul en te disant là, Sacha, ça va pas, t'as pas fait assez ci, t'as pas fait assez Jamais. ça. Et là, je peux, alors franchement, et je le dis, je ne peux qu'encourager les jeunes confrères, si vraiment ils vivent ça, mais je sais que ça existe aussi chez les indépendants, où certains indépendants peuvent être peut-être plus raides sur la gestion. En disant, mais t'as pas fait de radio alors qu'il fallait faire une radio, mais là, il y a un moment donné, le veto est libre aujourd'hui de choisir ses actes. Le secret de la consultation entre le veto et cette indépendance-là, elle est essentielle. Et elle concerne et les indépendants et les groupes. Et je pense qu'il faut que l'ordre soit garant de cette indépendance-là. Et ça, c'est ce qui, à un moment donné, permettra aux propriétaires de savoir que les soins qui ont été proposés n'ont pas été proposés pour une raison financière. Et là, je ne pense pas que ce soit lié à indépendant, groupement ou autre. C'est vraiment un côté un peu d'honnêteté, quoi. Enfin, tu vois, on a choisi ce métier-là par passion, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, oui, il faut accepter en tant que propriétaire, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, de transférer ce risque-là, parce qu'on ne pourra pas acheter des scanners à 300 000 € et ne pas imaginer en fait, qu'à un moment donné, les scans soient facturés. Ça ne marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas, mais c'est bon à savoir parce que l'idée que la plupart des gens ont sur les groupes, c'est que ils t'imposent des prix, ils t'imposent des protocoles thérapeutiques, ils t'imposent peut-être une routine à suivre en consultation. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit Sacha, il faut que tu traites avec ça, ou il faut que si tu as ça, tu fasses une radio ou que tu l'envoies en écho. Jamais. Non, jamais. Mais en tout cas, si ça arrivait un jour, j'en serais malade. Et les seules recommandations qu'on fait, en tout cas au veto, c'est s'ils sont demandeurs, on peut se retourner vers Cindy, qui est notre interniste, donc notre spécialiste en médecine interne, pour savoir, alors attends, le gold standard sur la gestion d'un diabète acidocétosique, c'est quoi ? J'aurais tendance, alors je dis ça parce que je n'ai aucune compétence particulière en médecine, mais à faire confiance à Cindy si Cindy me donne un protocole. Et à contrario, je pense que si tu écoutes Louis ou Alex sur un conseil chirurgical, tu es face à des spécialistes européens qui à un moment donné
ont probablement, en tout cas, une expertise. Raison. Un réseau, une expertise. Et puis tu te dis, ouais, franchement, les sachants dans l'histoire, c'est eux, quoi. Donc, prendre des conseils auprès des anciens, ça marche. Après, imposer un protocole, c'est juste, en tout cas, je ne vois pas comment ça peut arriver demain. Ouais. Et dans tous les cas, je sais que l'ordre reste vigilant là-dessus. Et l'indépendance du veto, aujourd'hui, elle est réelle, quel que soit le type de structure dans lequel il exerce. Tu penses que c'est quand même important d'exercer en tant que vétérinaire avant de se lancer dans de l'entrepreneuriat, par exemple? Je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Ouais. C'est-à-dire que le plus dur aujourd'hui, c'est pas d'aller voir le banquier, c'est pas de faire les plans d'une clinique ou de rechercher finalement tel ou tel fournisseur. Je pense que le plus compliqué, et là ça doit être quelle que soit la profession, c'est les rapports humains et donc la gestion de tes équipes, veto ou auxiliaire spécialisé vétérinaire. À Nimedis aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 personnes. Je sais pas le plus compliqué, le plus difficile, le plus chronophage, j'en sais rien, ça va rester cette gestion d'équipe pour l'emmener sur un projet médical. Et c'est là où on peut même, j'insiste sur l'indépendance. Si moi à un moment donné j'impose ça au veto alors qu'ils ont 15 vétos qui cherchent sur Marseille, mais ils vont tous partir et ils auraient raison. Oui, ils auraient Donc pour pouvoir en tout cas gérer les équipes, je pense que les avoir vus travailler, avoir travaillé dedans. C'est important. Voire même avoir nettoyé une cage, même en tant que veto, pour savoir qu'en fait, il y a des moments, les ASV, elles sont aussi occupées et que c'est un maillon important de la chaîne de soins et que c'est le maillon le plus faible qui définit la force de la chaîne. Donc, il faut respecter tout le monde. Ouais, ok, très, très, très bien. Est-ce que ça fait beaucoup de temps maintenant que tu exerces en tant que vétérinaire? Ça fait pas mal d'années maintenant que tu as cette casquette d'entrepreneur. C'est une qualité, c'est pas un défaut, au cas où tu... Non, c'est une qualité. Je plaisante. Bon, allez, on va pas s'attarder sur ces sujets. Une qualité, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, ça me démangeait. Ouais, je comprends. Est-ce que dans toutes ces années, tu aurais une anecdote drôle ou pas, improbable, à nous raconter, à moi et à la communauté? Je l'appréhendais, cette question. Je l'appréhendais. Et je t'ai dit que ce serait pas audible. Si, ce sera audible. Non, ça va être compliqué. Tout le monde va m'excuser. On va repartir loin en arrière, comme ça, jeune veto, jeune étudiant vétérinaire qui choisit mal ses options. Très, très mal ses options. Prélèvement et insémination du sperme équin. Ça te parle? Ça te parle pas? Ça me parle. Ça te parle? On y passe tous? Alors, nous, c'était pas obligatoire. Ah ouais, nous, donc, c'était obligatoire. Certains ont plus de vis que les autres. Okay. Moi, je trouvais ça ludique. Et ça marche pas. Ça marche pas. Non, un étalon, ça peut être très violent. Quand t'as jamais tenu de vagin artificiel, c'est très compliqué. Pour résumer la situation, comment ça se passe quand tu dois faire une insémination artificielle d'un étalon, par exemple? Comment tu dois le faire? Alors, comment tu fais? L'étalon est excité par une jument, mais l'idée, c'est pas qu'il monte la jument. C'est que finalement, il monte plutôt un vagin artificiel tenu par un étudiant un peu maladroit. Un peu maladroit et tremblant de peur. C'est petit un box. T'imagines même pas à quel point c'est petit et qu'un coup de boutoir, ça peut être violent et vite te projeter contre la paroi du box et tu te sens tout petit. C'est très gros et toi tout petit. Et il y a un moment, tu vois, tu te sens fébrile. Un poil fébrile. Et donc c'est là où effectivement, je vais rester là-dessus. Pour ceux qui ont eu cette chance-là, écoutez, je compatis. Ça fait naître des vocations, tu vois, d'un coup tu te dis que les chevaux c'est pas pour toi et tu finis à soigner des chats, des chiens et à faire de l'ortho et de la neuro. Voilà, à chacun ses prédispositions, aucun talent. Talent, si tu m'entends. Pas merci. Merci. Non, pas merci, effectivement, pas merci. Ou merci. Merci de m'avoir orienté ailleurs. Bon, très bien. On aurait abordé beaucoup de sujets très intéressants dans cette interview. Fred, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Ouais, c'était sympa. Merci pour cette année qui m'aura beaucoup appris à plein de niveaux. Vivement la suite pour toi. Vivement la Suisse. Ouais. Et vivement la Suisse. Punaise, je l'avais pas vu venir. Elle est bien. Et ça va être une belle étape. Ça va être une très belle étape.
C'est un moment sympa. Et on se verra là-bas. J'espère bien. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez appris des choses à travers cette conversation très intéressante. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast. C'est ciao. Salut, parce que c'était cadeau.